Sens de la visite, Le monde de l'art dans vos oreilles. un podcast réalisé par Jérémy. Et Lisa Thomas. Pour ce nouvel épisode, nous avons retrouvé au musée d'Orsay l'auteur, compositeur, interprète Albin de la Simone pour une visite de l'exposition Manet, Degas en sa compagnie. Invité d'honneur autour de cette expo, depuis quelques mois il a pris ses quartiers au musée d'Orsay, qui lui a laissé carte blanche pour piocher dans les peintures de ces deux artistes des histoires à raconter en musique. Résultat, une chanson de son nouvel album, Les 100 prochaines années, sorti en mars dernier, est directement inspirée de la contemplation de deux tableaux de l'exposition, La prune de Manet et L'absinthe de Degas. Le rendez-vous était fixé avec Albin devant l'entrée de service du musée, à 8h30. Ce moment où Orsay se refait une petite beauté juste avant d'accueillir ses premiers visiteurs. On avait donc un peu de temps devant nous pour se balader dans les salles désertées de cette expo qui présente, en parallèle, ces deux superstars de l'histoire de l'art, Édouard Manet et Edgar Degas. Deux acteurs essentiels de la nouvelle peinture à la fin du 19e siècle. Précurseurs, inventeurs, géniaux, ils ont changé la façon de représenter le vivant. Une expo événement à ne pas rater, que vous soyez admirateur de Manet, de Degas, ou des deux, ou d'aucun des deux d'ailleurs. Parce que ce qui est présenté ici, au-delà de certains de leurs chefs-d'œuvre qui n'avaient jamais été réunis ensemble, c'est surtout leur histoire, leur famille, leur époque et leurs relations. D'un côté, Manet le mondain, de l'autre, Degas le taciturne, que presque tout oppose, et qui pourtant, au cours de leur vie, successivement, se respectent, se détestent ou s'admirent. Nous avons donc suivi Albin de la Simone, au fil de ses œuvres exposées, dans lesquelles il s'est projeté de nouveau, pour nous, au micro. Une visite au calme, de bon matin, seul avec Degas et Manet. Pour reprendre les mots d'Albin lâchés à la fin de l'expo, c'était une belle façon de commencer une journée. Je connaissais bien, en tout cas beaucoup mieux Degas que Manet, et j'ai toujours eu une sensibilité depuis que je suis adolescent. Alors j'ai fait des études d'art plastique quand j'étais ado, et j'ai toujours été très touché par Degas, et pas trop par Manet, je parle esthétiquement. Et donc Degas me touchait beaucoup depuis toujours. Et je découvre maintenant par cette exposition qui les confronte l'un à l'autre, la force et l'expressivité incroyable et l'audace de Manet que je ne connaissais pas, et même esthétiquement ça commence vraiment à me toucher, à me plaire, et je découvre en visitant l'expo physiquement que c'est incomparable. Enfin, je trouve ça vraiment fort, quoi. Manet, on y rentre petit à petit, c'est un peu comme dans certaines chansons, dans certains chanteurs, artistes d'ailleurs, il faut du temps un peu pour rentrer dans des univers. Sûrement, ouais. Comme certaines chansons sur certains disques, même l'intérêt d'un album, puisque les albums ont tendance à disparaître en ce moment, ce qu'on peut regretter, c'est qu'entre deux chansons qu'on aimait beaucoup au début, il y avait une chanson qu'on aimait moins, mais à force de l'écouter, on la découvrait, puis après on l'aimait tellement, et les autres, on en était un peu lassés, et ça permettait de découvrir des chansons un peu plus dures, un peu plus rêches, plus compliquées. Mais effectivement. Mais en fait, une expo, c'est un peu comme un disque, c'est-à-dire que c'est un objet physique. L'expo, c'est un rapport physique aux œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez épisodiquement, régulièrement ou rarement au musée ? Plutôt rarement, en fait. Trop rarement. Alors cette année, depuis l'invitation du musée, je suis allé 10 fois au musée d'Orsay, et je découvre quelque chose qui est génial, c'est que dans un musée, quand on y vient une fois, on sait ce qu'on vient chercher, on vient voir, on tripe, et c'est magnifique. Un musée comme ici, il y a largement de quoi. Mais quand on y revient, on se laisse attraper par d'autres œuvres qu'on n'avait pas. C'est comme les chansons dont on parlait. En fait, il y a le premier regard, le rapport à l'esthétique, dans un premier temps. Tiens, j'aime ça, je suis attiré par ça, ça me plaît. Ça, Burke, j'aime pas. Et la deuxième fois, tiens, Burke, mais c'est marrant quand même, j'y reviens. Et ça me fait quelque chose. Oui, mais Burke, c'est pas inintéressant. Et peut-être que Burke, c'est plus puissant que oh, joli, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une règle pour regarder un tableau ? Pas du tout. Alors, j'essaie de moins me soumettre à 100% à l'esthétique, justement. Est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas ? Et d'essayer d'être plus attentif à mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis après, il y a la lecture du cartel. Le cartel qui est à côté, souvent, dit quelque chose. Pour l'avoir vérifié 1000 fois, si on s'arrête devant chaque œuvre et qu'on prend le temps et qu'on lit les cartels, on va vivre des expériences dingues. Après, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'énergie, parce que ça peut prendre, du coup, 3 heures de visiter une expo.
Là, j'ai devant moi une toile de, je crois que c'est Manet, avec un enfant qui souffle, qui fait une bulle. Je ne sais rien de ce tableau. Je le regarde. Est-ce qu'il m'attire, est-ce qu'il ne m'attire pas? Pas spécialement. Après, je vois la facture, la manière dont c'est peint. Parce que là, en plus, on le voit en vrai, il y a des reflets sur la peinture qui est en relief un petit peu, qui est beaucoup plus brillante que dans le reste. Et plus je m'approche, plus ça va m'intéresser. Et si je lis le cartel, je vais comprendre de quoi ça parle, qui est-ce. Et en fait, ce tableau va m'intéresser, alors qu'au début, il ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, si vous voulez, on peut aller là-bas, parce que là, il y a un truc incroyable. Attendez, juste avant de continuer la visite avec Albin, penchons-nous quelques instants sur cette toile de Manet et cet enfant qui souffle délicatement des bulles de savon. C'est pas n'importe qui, c'est même un personnage central dans la vie et dans l'œuvre du peintre. Il s'agit de Léon, le fils biologique de Suzanne, l'épouse de l'artiste. Et signe fort de son attachement à cet enfant, Manet va représenter Léon plus que n'importe quel autre modèle masculin dans son œuvre. Au total, 17 fois. Alors on est en face de 2 tableaux en fait. Le plus grand à gauche, c'est un tableau de Degas. Degas a fait un portrait de Manet et sa femme. Manet assis dans un canapé dans une position qui lui était particulièrement reconnue. Tout le monde disait qu'il s'asseyait tout le temps comme ça lui ressemble vraiment beaucoup, visiblement. Et Madame Manet qui lui tourne le dos et qui est de profil et qui est au piano. Sauf que Manet n'a pas du tout supporté la manière dont Degas a dessiné sa femme. Il a dit qu'il lui avait, je crois qu'il y avait un problème de nez et de double menton, un truc comme ça. Et donc il l'a découpé au ciseau en vertical. C'est quand même très violent. Et alors ce qui est fou, c'est que Degas a recollé une bande de tissu et s'est promis de le refaire et finalement ne l'a jamais refait. Visiblement, ils avaient une relation très conflictuelle, très ami, ennemi, inspirant, repoussant. Et donc ça illustre quand même bien l'espèce de guerre silencieuse qu'il y avait entre eux. Il faut le faire quand même pour découper la peinture de Degas. C'est quand même costaud, quoi. Et alors, à droite de ce tableau, c'est en ça que l'expo est géniale. Elle met en regard souvent 2 œuvres ou plusieurs. Il y a le portrait exactement dans la même pièce, dans la même situation, de Madame Manet par Manet. Donc tel que lui, il avait envie qu'elle soit représentée, plutôt. On voit la différence de traitement, notamment du fond, des détails. Degas qui va plus à l'essentiel, alors que chez Manet, c'est très méticuleux, avec plein de détails. On voit une horloge et tout ça. Et chez Degas, c'est complètement flou. Vous parliez des relations compliquées entre Degas et Manet. Vous, dans votre milieu artistique, comment vous gérez vos relations avec les autres artistes, avec les autres chanteurs? Est-ce que ça vous nourrit? Oui, mais les autres nous nourrissent et on nourrit les autres et on s'influence les uns les autres, c'est sûr, positivement et négativement. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut être attiré par quelque chose qu'a fait quelqu'un d'autre qui nous inspire et on peut aussi se dire tiens, ça par contre j'ai vraiment pas envie de le devenir donc il y a des gens que j'admire, des gens que j'aime dont j'aime pas spécialement le travail, des gens dont j'adore le travail dont j'aime pas spécialement la personne. Donc on est tous très sensibles les uns aux autres, j'en suis sûr. Alors ici, là par exemple, on a une chance, c'est qu'on est au musée d'Orsay avant l'ouverture. C'est vachement calme, on entend quelques pas. Je vous parle de ça parce que c'est pas l'ambiance sonore du musée habituel, avec des gens qui chuchotent et qui se racontent des trucs sur les œuvres. Moi j'ai eu la chance d'y aller plein de fois cette année, le lundi, quand il est fermé. Tiens, là, je sais pas si vous entendez, on entend aussi les talkie-walkie des gardiens. Mais le lundi, on entend des marteaux, on entend des scies, on entend des grues. Et c'est assez génial parce que c'est une ambiance technique de travail. On sait qu'il y a des gens qui sont en train de bosser. Les tableaux sont démontés, sont posés à côté. J'adore cette ambiance très unique. Et là, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais d'être devant autant de Degas et de Manet avec personne autour, c'est quand même fou. Comment vous vous sentez dans un musée d'ailleurs plutôt confortable, en confiance? Je me sens dans un endroit familier, mais pas dans mon quotidien quand même. Après, c'est marrant d'avoir un lien privilégié avec un musée en particulier qui en plus est un des plus beaux. Depuis 1 an, là, je vis quelque chose de différent. Je m'attache vraiment à des œuvres, je m'attache à des gens. Ça devient un peu chez moi et c'est quand même un peu bizarre de trouver que le musée d'Orsay, ça devient chez soi. Donc je crois que je suis en train de devenir fou, tout simplement. Voilà. On a un musicien derrière nous d'ailleurs. Ah ouais, il est super. Lorenzo Pagans et Auguste Degas, une huile sur toile d'Edgar Degas, peinte autour de 1871-1872.
En fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit ce guitariste espagnol, j'imagine, qui a une expression pareille. Lui, on dirait qu'il est attrapé sur le vif. Il a même, sa main est floue. On a l'impression que sa main qui gratte les cordes bouge. Il a un regard et il a la bouche entrouverte, donc il est presque en train de chanter. Et derrière, il y a un gars qui est assis, les mains croisées, et qui regarde en biais au sol. Et ben voilà, le portrait de Lorenzo Pagans contient cet homme parce qu'il est derrière en train de regarder par terre. Mais en fait, c'est le père de Degas et c'est le seul tableau représentant le père de Degas. C'est quand même fou qu'une seule fois dans sa vie, il ait peint son père et que ce soit en second plan, en train de regarder par terre. Je trouve ça vraiment touchant. Et ça illustre bien la démarche de Degas et de Manet et des impressionnistes de vouloir attraper la nature, la vie, pas la pose. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Degas ou Manet, l'un des deux, au Louvre, ils peignaient, comme on le voit derrière, il y a toutes les copies des tableaux des grands maîtres. Ils avaient une sorte de carte qui leur permettait de poser leur chevalet devant les œuvres au Louvre. Et l'un des deux a eu sa carte en second. C'est peut-être Manet l'a eu après Degas. Et il serait arrivé, il aurait planté son chevalet devant la fenêtre et il aurait peint l'extérieur. Le bras d'honneur pour dire voilà, moi, votre truc, ça ne m'intéresse pas. Nous, on amène autre chose. C'est beau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est beau. L'histoire est belle. Voilà, donc je la garde. Non, mais de même qu'on dit que c'est peut-être leur première rencontre. À Degas et Manet, c'est peut-être dans les couloirs du Louvre en tant que copiste. Ce qu'on raconte, c'est que Manet a vu Degas, qui était un tout petit peu plus jeune, qui doit avoir 3-4 ans de moins que lui, en train de faire une gravure sur bronze directement sans brouillon. Et là, l'autre quand même a dit « Dis donc, gonflé, petit bonhomme. » Voilà, ça l'a impressionné. On m'a raconté que quand ils se sont rencontrés au Louvre, la peinture, c'était comme le cinéma aujourd'hui, c'était un art qui compte et qui défraie la chronique, qui fait scandale, aujourd'hui, c'est très rare qu'une œuvre d'art fasse scandale. Et du coup, le musée du Louvre était un lieu complètement ouvert, où il y avait des gens qui dormaient, il y avait des clodos, il y avait des musiciens. Il paraît que c'était vraiment un lieu de vie, comme une gare, ce qu'on a vachement de mal à imaginer. Mais le Louvre était vraiment un lieu populaire. Comme un cinéma. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des moments privilégiés dans votre vie où les idées apparaissent ? Non, alors ça c'est très incalculable et indomptable, l'inspiration. Ça peut être dans le métro, en mettant une chaussure, en pleine nuit. Hier matin, je me suis réveillé trop tôt et j'étais furax d'être réveillé si tôt et je gambergeais un peu et j'ai eu une super idée à laquelle je n'ai repensé qu'en me recouchant hier soir. Je me suis dit, mais au fait, et je peux passer 6 mois sans avoir une super idée. J'arrive pas à savoir comment on fait pour canaliser ça. J'allais dire, si on se rend disponible quand on part et qu'on se met face à la mer et qu'on s'ennuie, il y a quand même quelque chose qui peut naître de ça et ça peut aider. Mais vraiment, encore une fois, ça peut arriver dans le métro. C'est très étrange. Et une idée, une phrase, un concept, un truc peut changer une vie. Enfin, la nôtre, en l'occurrence. Et c'est fou à quel point j'ai pas du tout l'impression d'avoir la main là-dessus. Et donc, il faut essayer d'avoir un filet à papillon et d'être disponible tout le temps pour pouvoir attraper tout ça. Alors celui-là, je le trouve incroyable. Un grand Degas qui s'appelle Portrait de Mademoiselle Eugénie Fiocre à propos du ballet La Source. Alors, pour les petits curieux que ça intéresse, Eugénie Fiocre était une célèbre danseuse de l'Opéra de Paris. En 1866, l'année précédant la création de cette peinture, elle interprète le rôle de la princesse Nouréda dans La Source, un ballet à l'atmosphère orientalisante. Sujet qui inspira donc Degas pour en faire son portrait. Sauf que, au moment de le réaliser, il s'est un peu lâché niveau imagination, en ajoutant 2 femmes à l'allure mystérieuse, un cheval et même une rivière qui coule à leurs pieds. Bref, le tout donne une atmosphère intemporelle et une composition beaucoup plus fantasmée que réaliste. Car rien ici n'évoque l'univers scénique d'un opéra, à part peut-être une paire de ballerines posées entre les pattes du cheval. Ce que je vois, c'est une espèce de scène féerique. Ouais, ça fait très années 70, on dirait une pochette d'un groupe folk des années 70. Il y a un cheval, une femme avec un genre de luth, des reflets dans l'eau. Ça fait un petit peu aussi, comment ça s'appelle ce mouvement anglais Les pré-raphaélites. Ouais, c'est ça. Le cheval est absolument magnifique.
Tout est en double puisqu'il y a les reflets dans l'eau, mais en double très flou. Il y a une atmosphère que je trouve héroïque fantasy presque aussi, enfin, avec un énorme cadre, c'est un format presque carré. Donc évidemment, voilà, tout de suite, si on enlevait la petite bande à gauche, là, on aurait une super pochette d'album d'un groupe un peu folk, un peu fumeur de joint, avec des copains de John Baez et de je sais pas qui, voilà, qui ferait une super musique d'ailleurs. Un trio musical des années 70 qui n'a pas eu d'ailleurs, mais on aimerait bien l'avoir. Ouais. Ouais, on les entend, je trouve. Trois Kenny nanas Jones, d'ailleurs. Ouais, John Baez et Johnny Mitchell. et Johnny Mitchell, parfait. Oui, voilà. C'est assez fascinant. Je le trouve vraiment très beau et ce serait une incroyable pochette d'album. Dès que je vois un carré, je vois une pochette. C'est ce que vous avez fait avec votre dernier album. Oui, à l'arrière, j'ai vu ici même une toile de Rosa Bonheur et j'ai pensé que ce serait un très bel arrière de pochette d'album, un très beau dos d'album. Et à côté, du Degas que je viens de décrire, il y a un portrait d'une femme manifestement espagnole, hein, franchement, j'imagine. Oui, Lola de Valence, voilà, par Manet. C'est marrant parce qu'elle a un visage assez caricatural quand même, je trouve. Mais en fait, tout est caricatural. Voilà, moi, ce que je ressens chez Manet, souvent, c'est quelque chose que je vais décrire en des termes de studio de musique. C'est qu'il y a des boutons et que Manet les met tous à fond. Que Degas est beaucoup plus dans la nuance, à chercher le bon dosage entre tel bouton et tel bouton, qui seraient les graves, les aigus, la compression, je parle de termes techniques, machin. Et chez Manet, c'est beaucoup plus, allez, on met à fond, la couleur, elle est à fond, toutes les couleurs sont à fond. L'expression, les formes, c'est à fond. Je trouve que tout est saturé. Voilà. Il a poussé les potards. Voilà, il a poussé les potards et il sature tout. La saturation, ça décrit en musique, enfin en général, ça décrit quelque chose il y en a tellement que ça dépasse les bornes. Ça, c'est en son, mais pareil, quand un prof dit je sature de mes élèves ou je sais pas, c'est que la coupe est pleine, quoi. Mais en peinture, la saturation ou en photo, c'est le bouton de couleur en fait. Zéro saturation, c'est noir et blanc. Et plus on sature, plus les couleurs sont fortes. Donc là, c'est saturé dans tous les sens du terme. Et donc je fais le parallèle avec la musique où on sature le son. Ah, mais je viens de voir que. Moi aussi, un décor. Hein, qu'en fait, à droite. En fait, elle s'apprête à monter sur scène ou elle sort de scène. Ça, c'est quand même génial. En fait, on découvre qu'elle pose derrière le verso d'un décor de théâtre et on se rend compte que de l'autre côté, par un trou, on voit qu'il y a tout un théâtre avec des balcons, avec des gens et des comédiens sur scène. Et donc, elle s'apprête à monter pour danser, probablement, vu ses chaussures. C'est vrai qu'en détournant un tout petit peu le regard, on passe d'un endroit très intime, ouais, où elle est seule, à en fait une foule immense et du cri. Ouais, ça, voilà, le truc fou est là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut rester, qu'il faut regarder les tableaux et qu'il faut regarder partout et laisser son regard se promener parce que la première impression est vraiment tronquée si on n'a pas vu ça. Et nous, on allait partir après 10 minutes devant quand même, sans avoir vu ça. Avant de passer à la suite, une anecdote poétique et assez savoureuse. Cette peinture de la danseuse espagnole Lola Metea a inspiré Charles Baudelaire, grand admirateur de Manet, pour un quatrain presque coquin. Écoutez plutôt. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance. Mais on voit scintiller en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Moi, je suis attiré par ce tableau. Moi aussi, je crois que c'est un de mes préférés de l'exposition. Alors, c'est la femme sur une terrasse, dit aussi femme aux ibis, parce que c'est donc une... Alors, je vais décrire tel que moi je le ressens. C'est un Degas. Oui, c'est un Degas, pardon. J'y vois une femme très jeune avec une sorte de toge qui la recouvre quasiment entièrement, sauf le visage et les mains, très drapée, bleue, dans un tissu très souple, c'est très chiadé. Hein. Son visage aussi, elle a une expression, on dirait presque la Sainte Vierge. Elle est sur un genre de balcon qui surplombe une ville qui semble orientale. Il y a des minarets, ça pourrait être à Istanbul. Et devant elle, il y a quelques roses vraiment très esquissées, genre 3 coups de pinceau, on s'en fout. Enfin, ils sont sur un autre plan, quoi, du coup, beaucoup moins précis. Et elle est très habitée, très inspirée, je trouve. Elle tient son habit. Et sur sa main et à côté de son épaule, il y a 2 ibis vermillons. Donc c'est rouge, mais rouge presque orange.
fait avec un autre pinceau, d'une autre manière encore, d'une autre texture, avec très peu de détails, comme s'ils étaient presque esquissés, comme si c'était un tag qui avait été rajouté par-dessus. Pour moi, c'est vraiment dire, ok, il y a la Sainte Vierge et il y a le sang, l'amour, le désir, le diable, je sais pas quoi. Et graphiquement, c'est absolument fou. Justement, la confrontation entre le vermillon des ibis et le bleu de sa robe, voilà, c'est vraiment un tableau absolument dingue, je trouve. Et je trouve ça magnifique d'arriver avec une facture aussi violente. Je trouve la manière dont les ibis sont peints, c'est presque violent. Et venir agresser quelque chose de très classique derrière, le drapé et la Vierge, enfin, c'est vraiment la Renaissance, quoi. Et donc, voilà, il y a un fuck très puissant. Et je trouve ça absolument sublime esthétiquement, pour le coup. Ça me plaît. J'aime. Je veux. On se met à parler moins fort parce qu'il commence à y avoir du monde dans le musée. Soyez pas surpris. Bon, alors là aussi, pochette de disque. Hein. Donc, l'évasion de Rochefort. J'ai pas lu le cartel. De Édouard Manet. De Édouard Manet, oui. Dans cette toile, Manet saisit une scène historique d'une dramaturgie folle. Le 19 mars 1874, quelques hommes s'échappent par la mer d'un bagne en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, Henri Rochefort, journaliste et polémiste français d'extrême gauche, enfermé à l'autre bout du monde pour ses positions contre le pouvoir en place. Alors là, voilà ce qui me frappe et ce que j'aime chez Manet, notamment quand je parlais des curseurs à fond. Là, si on s'approche un peu, en gros c'est un carré avec la mer assez mouvementée, on sent que c'est quand même pas très très cool, et au milieu une barque avec des personnes dedans, et tout en haut l'horizon, mais vraiment il reste une petite bande grise avec un bateau au loin, et donc la barque dans laquelle il y a tous les passagers est sûrement en train de se rendre au bateau là-bas. Le ciel est très orageux, on sent que ça va péter ou que ça a pété, et surtout la facture est complètement folle. Là, ce ne sont que des gros coups de pinceau, de gros pinceaux de 2-3 cm de large. Et plus on s'approche, plus on voit le bras du peintre, on voit le coup de poignet, quoi. Et plus on monte dans le tableau, plus ce geste disparaît, puisque l'eau est de plus en plus loin. Et donc ça me parle incroyablement. La composition, la matière, le mouvement, la vibrance. Et vraiment, si on s'approche, le nuancier Pantone, là, des verts, des gris, des bleus ciel, des bleus foncés, des bleus gris, des bleus outre-mer, c'est délirant. Et les reflets de la barque, quelques petites touches de peinture, mais vraiment dont on sent qu'elle est sortie du tube, quoi. Enfin, elle-même, elle brille, la peinture, un petit peu ocre, et du coup amène vachement de lumière. Quand vous dites ça me parle, vous avez décrit les couleurs, mais Pourquoi ça me parle ? Là, il y a encore une barque, mais si vous enlevez la barque, il n'y a plus que de la mer, c'est plus que du mouvement. Nous, on sait que c'est de la mer, mais ça commence vraiment à devenir de la forme pure, quoi. Enfin, en gros, c'est un dégradé du bas en haut, avec une bande grise en haut, et il se trouve qu'il y a un bateau dedans. On approche de l'abstraction, en fait. Je trouve ça héroïque, sûrement encore plus à cette époque-là, enfin, de tendre vers l'abstraction et de se libérer de l'académisme de technique pour se dire, allez, après tout, la mer, du moment qu'on a le mouvement et qu'on ressent, est-ce qu'on s'en fout pas un peu que ce soit réaliste ou non ? Voilà, ça me parle, la réflexion du peintre et le conflit entre l'académisme et le modernisme qu'il a dû ressentir, ou en tout cas ce que ça exprime. je comprends. C'est le courage de l'artiste, là. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Je pense que c'était des grands courageux, des grands audacieux et des grands courageux. Bon, alors là, oui, là, on arrive à un endroit où... On s'en rapproche, là. Oui, alors là, On s'en rapproche presque de la méchamment. raison de votre méchamment, de la raison de votre présence ici. Qu'est-ce que vous avez devant les yeux ? Alors j'ai devant les yeux deux tableaux qui sont l'absinthe de Degas et la prune de Manet. Deux portraits de femmes qui doivent faire 90 cm de haut pour l'un et 70 pour l'autre.
Moi, j'ai reçu donc l'exposition au mois de juin dernier sous forme de PDF, donc dans mon ordinateur, et j'avais tous les tableaux de l'exposition. Et le musée m'a dit regarde si ça t'inspire quelque chose. Et effectivement, moi, je me disais que ça pourrait être super, comme il me restait encore un petit peu de temps avant de boucler l'enregistrement de mon disque, si j'arrivais à écrire une chanson inspirée par des tableaux d'une exposition, ça m'intéresserait comme démarche. Et je regardais l'expo beaucoup, et tout le temps, je repensais à La Prune. Je revoyais tout le temps cette femme. Qui, alors, je sais pas, on peut s'approcher. Ou s'approcher d'ailleurs. Je voudrais pas déranger les gens, mais ça m'intéresse de m'asseoir aussi. La Prune, donc c'est une femme qui est assise sur une banquette dans un bar. Elle est accoudée, presque avachie sur une table en marbre. Elle fume une clope, elle a un alcool de prune dans un verre et elle a le visage appuyé sur sa main et elle est dans une espèce de veste rose pâle avec une collerette blanche. Les matières sont complètement folles. Je trouve que le marbre, le molleton du fauteuil derrière, le métal de la grille qui est derrière, le bois et la matière de sa peau, là, moi, j'ai bloqué complètement sur ça. Puis sur son regard dans le vide, où je me demandais si elle était rêveuse ou pas cool. Mais en fait, je la sentais plutôt pas très bien. Donc ça, c'est celui de Manet. Et à côté de ça, celui de Degas qui était à côté dans ma double page et qui est juste à côté aussi dans l'expo. Alors, dans un bar aussi, assise à une table en marbre aussi, avec une absinthe devant elle et à côté d'elle un type qui a l'air complètement désintéressé par elle, qui lui tourne presque le dos, qui a l'air un peu cuit aussi et qui n'a pas l'air sympa du tout. Et alors elle, par contre, son expression est profondément mélancolique et négative et triste et éteinte. Et vraiment là, il s'est passé quelque chose, quoi. Et il y a ce type à côté. Ces deux toiles côte à côte, en fait, je me suis dit, ok, si je veux que ça m'inspire une chanson, je vais pas essayer de savoir ce que c'est, de quoi ça parle. Qu'est-ce que je me raconte comme histoire ? Sans tenir compte de l'époque, sans tenir compte de contexte, de rien du tout. Je me suis dit, mais en fait, ces deux femmes-là ont vécu quelque chose de dramatique. Le fait de picoler, elles sont en train de se remettre de quelque chose de traumatisant. Le fait que dans celui de Degas, il y ait cet homme qui lui tourne le dos, je dis ok, donc elle a été soit brutalisée, soit en tout cas, dans le meilleur des cas, complètement abandonnée par l'homme. Donc elle a vécu quelque chose seule, de traumatisant, de très sombre, de très dur. Vu qu'en ce moment, dans le monde, il y a des tas de reculs sur l'avortement et que j'entendais des femmes raconter des avortements clandestins, je me suis dit, ok, en fait, les deux sont la même personne et elles ont avorté clandestinement, donc dans une douleur extrême, dans des conditions humiliantes et dans la solitude et dans l'abandon de l'homme. Voilà ce que je me suis raconté, donc j'ai écrit une chanson qui essaye de parler de cette femme qui vient de vivre ça. Donc je l'ai nommée Mireille 1972 parce qu'en 1974 il y a la loi Veil pour dire ça se passe avant et Mireille c'est un prénom cohérent. Voilà, donc j'ai écrit cette chanson vraiment directement inspirée de ça. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est la même modèle pour les deux tableaux en fait. C'est le même bar et c'est la même place. Mais un an plus tard, voilà, j'ignorais complètement parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout, mais en fait, voilà. Mireille regarde son kir et sa montre arrêtée. Si la douleur empire, pourra-t-elle se lever ? Dans le fond d'une bière, elle écrase d'affilée 2 cigarettes entières qu'elle venait d'allumer. Il le fallait, il le fallait, il le fallait. Pourquoi votre métier est important dans une société ? Pour plein de raisons. L'artiste apporte des points de vue différents, détonnants éventuellement, fait avancer, peut contribuer à l'ouverture des esprits et à l'avancement des mœurs. L'artiste peut apporter aussi du rêve, du voyage, du soulagement, de l'évasion, du divertissement, de l'émotion, beaucoup. On aime être ému et on aime être touché et donc l'artiste peut nous faire pleurer par la fiction ou par la vérité. L'artiste a un pouvoir très fort sur l'humain et l'humain le supplie de continuer à le faire pleurer, de bonheur ou de tristesse ou de joie. Et l'artiste a besoin de s'exprimer et la société demande aux artistes de lui apporter son regard, quoi. Enfin, je le ressens ça. Moi, j'ai besoin des artistes,
et j'ai aussi besoin de m'exprimer. Voilà, je ne sais pas si je réponds correctement à votre question, mais je ressens ça. Pour cette visite cool et matinale de l'exposition Manet-Degas au musée d'Orsay, un grand merci à Albin de la Simone. Découvrez son dernier album Les 100 prochaines années dans les bacs et sur toutes les plateformes d'écoute. Et retrouvez toutes les dates de ses prochains concerts sur le site du label toutard.com. L'exposition Manet-Degas est à découvrir jusqu'au 23 juillet 2023 au musée d'Orsay. Un conseil de visite, venez à l'ouverture ou sur la pause déj pour profiter pleinement des œuvres et éviter la foule. Pour finir, un grand merci au musée d'Orsay pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions, et au label Toutard pour l'organisation, et en particulier à Victoria Lévis. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, vous pouvez aussi le liker et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, et vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.